Deux mondes complètement différents, deux histoires sans lien, mais une émotion commune qui nous a submergés d'un coup. J'ai ressenti une envie irrésistible d'aller chez un de mes employés. C'était étrange et envahissant. J'ai appelé ma mère en pensant que je perdais la tête, et elle m'a dit de faire confiance à mon instinct. Alors j'y suis allé. C'était bizarre comme situation, qui a envie que son patron débarque chez lui après les heures de travail? Quand je suis arrivé, j'ai entendu un faible haleine venant de l'intérieur de la maison. J'ai défoncé la porte, je suis entré, et il s'était écroulé au sol à cause d'un AVC, probablement survenu 24 à 48 heures avant que j'arrive. Il était juste là, allongé, et il aurait pourri sur place si j'avais ignoré cette foutue intuition. Il y a quelques années, j'ai traversé une période vraiment difficile. J'étais complètement fauché. Je voulais acheter des fleurs et des chocolats pour l'anniversaire de ma femme. Ça coûtait environ 80 $. J'avais 6 $ sur mon compte. Je me suis assis sur un banc, complètement abattu. Le vent soufflait fort. Et comme dans un film, j'étais là, assis dans cette petite ville paumée au milieu du désert. Quelque chose m'a frappé au visage et est resté collé à moi. C'était un billet de 100 $. En 2018, j'ai reçu une carte postale. Une vraie, en papier, avec un timbre étranger et une photo d'un temple chinois un peu délavé. Au début, je croyais à une blague. Une vieille carte trouvée en brocante, envoyée pour me faire rire. Mais en la retournant, j'ai reconnu l'écriture. C'était celle de mes parents. Et la date en haut, 1997. Ils me l'avaient envoyée depuis la Chine, lors d'un voyage qu'ils avaient fait cette année-là. J'étais encore enfant à l'époque. Ils m'avaient écrit un petit message tendre, banal, comme on en envoie sur une carte postale, on pense à toi. Il fait beau ici. Tu adorerais cet endroit. Mais voilà, elle n'est jamais arrivée. Ou plutôt, elle a mis 21 années à le faire. Je l'ai regardé longtemps, figé. Chaque détail me ramenait à un passé lointain, le ton de leur voix, la façon dont ils signaient avec un cœur à la fin, même le nom du village d'où elle avait été envoyée. Tout était intact. J'ai appelé mes parents, complètement sidérés. Ils ont éclaté de rire au début, pensant à une coïncidence. Puis ils ont vérifié une vieille boîte où ils gardaient des souvenirs de ce voyage. Et oui, ils s'en souvenaient, ils m'avaient bien envoyé une carte. Une seule. Celle-là. Personne ne sait ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'elle est restée coincée quelque part dans un bureau de poste en Chine ou dans un centre de tri perdu au fond d'un entrepôt. Peut-être qu'elle avait disparu, puis réapparu. Mais en 2018, cette petite capsule du passé est arrivée jusqu'à moi. Et pendant un instant, en la tenant, c'était comme si j'avais 10 ans de nouveau, et que mes parents étaient juste de l'autre côté du monde, pensant à moi sous un ciel lointain. C'est fou ce que 20 grammes de papier peuvent contenir. Le personnel de ménage de l'hôtel est revenu à la réception en se plaignant de ne pas pouvoir nettoyer une chambre à cause de l'alligator dans la baignoire. Au début, j'ai cru que j'avais mal compris. Mais non. Il y avait littéralement un alligator de taille respectable dans la baignoire. Environ 1 mètre de long, ce qui à mes yeux n'était pas suffisant pour te tuer mais largement assez pour que personne n'ait envie de retourner là-dedans. Il s'est avéré que le client était le type chargé des animaux pour un spectacle de magie. La surprise encore plus grande, c'est que lorsqu'il est rentré du plateau ce jour-là et qu'il a demandé pourquoi sa chambre n'avait pas été nettoyée, il nous a affirmé droit dans les yeux qu'il n'y avait jamais eu d'animaux dans sa chambre. Il a maintenu cette version tout au long d'une conversation de plus en plus absurde et énervée, avec une telle certitude que j'ai fini par douter de la réalité moi-même. Et ça a continué pendant tout son séjour, qui a duré plusieurs semaines. Le personnel de ménage s'est mis à prendre des photos de chaque animal exotique étrange trouvé dans la chambre,
et il continuait quand même à nier. À un moment, il a commencé à dire que son assistant était resté dans la chambre toute la journée, donc que c'était parfaitement sûr, même s'il n'y avait soi-disant personne. Il devenait presque hystérique de rage, ce qui n'était pas inhabituel, mais ce qu'il y avait de vraiment étrange, c'était son insistance répétée sur le fait que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun animal, et puis il y avait un foutu capucin qui se baladait dans la chambre. Un après-midi de printemps, vers 2013, des tornades avaient frappé l'Oklahoma dans la matinée. Comme j'étais dans le sud-ouest du Missouri, je scrutais le ciel à la recherche de nuages intéressants, et il me semble qu'on était sous surveillance de tornades. Les infos locales parlaient d'une tornade en Oklahoma qui avait arraché les toits de plusieurs maisons, envoyant des débris très hauts dans l'atmosphère. Certains morceaux de papier goudronné et de feutre de toiture avaient même été retrouvés jusque chez nous, à Springfield, Emo, emportés par les vents en altitude. Alors que je marchais dans ma rue, à 5 maisons de chez moi, j'ai vu quelque chose tomber du ciel, qui devenait de plus en plus menaçant. L'objet est tombé à quelques mètres devant moi et j'ai tendu le bras dans une cour pour le ramasser. C'était un bout de papier d'environ 2 cm de côté. Un morceau découpé proprement dans un manuel scolaire, visiblement. La coupe traversait un paragraphe, donc on ne voyait que des fragments de phrases, mais on pouvait lire. Voici ce qui peut arriver lors d'une tornade. J'ai honnêtement cru que je devenais fou. Je l'ai gardé pendant des années, jusqu'à ce qu'il tombe en poussière. Et chaque fois que je raconte cette histoire, elle me semble aussi absurde qu'au premier jour. Il y a quelques années, je faisais des petits boulots pour arrondir les fins de mois, peinture, bricolage, construction de terrasses, ce genre de trucs. Un jour, j'avais un chantier pour repeindre un château d'eau, environ 9 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. J'étais avec un pote et son fils, ça leur faisait un peu d'argent en plus aussi. On était là un dimanche matin, c'était le printemps, et au printemps dans le nord du Texas, la météo, c'est du grand n'importe quoi. Tu peux littéralement avoir les 4 saisons en une seule journée. Ce matin-là, il faisait un peu chaud, ensoleillé, mais au loin, on voyait un gros nuage noir. Le vent s'est levé, l'air s'est rafraîchi, quelques gouttes de pluie ont commencé à tomber, puis de vraies rafales ont commencé à souffler. J'essayais de finir une petite section en espérant que la pluie ne ruine pas tout, quand le vent est devenu vraiment fort. J'étais à environ 4,50 m du sol sur une échelle. Je me suis dit qu'il valait mieux redescendre. Et là, ouch, une énorme bourrasque me frappe. L'échelle décolle brièvement du sol. C'était une grande échelle télescopique assez large, et j'ai réussi à me retourner dessus, pensant que j'allais peut-être devoir sauter. Mais au lieu de ça, alors qu'elle basculait, j'ai littéralement couru le long de l'échelle pendant qu'elle tombait. Mon poids, l'angle, la vitesse de la chute, tout était parfaitement synchronisé. J'ai atterri pile au moment où le bas de l'échelle touchait le sol. Le fils de mon pote a sorti un truc du genre, putain c'était digne de Jackie Chan. Je suis juste un type normal, taille moyenne, pas spécialement athlétique, et j'étais déjà dans la trentaine, bien loin de l'âge d'or des réflexes. C'était juste de la chance. Dans un autre univers, je tombais et je me brisais la nuque. Mais ce jour-là, la physique était de mon côté. Je ne regardais même pas devant moi quand l'accident s'est produit. J'étais sur le siège passager, et tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un énorme boom. Quand j'ai levé les yeux, tout ce que je voyais, c'était un mur de métal rouge en feu. Je tourne la tête vers la droite, et là c'est la rue à ciel ouvert, des débris éparpillés partout. Rien de tout ça n'a de sens. Je ne comprends pas où je suis, ni pourquoi du sang coule de mon visage et me remplit les mains. J'essaie de comprendre ce qu'était ce mur rouge en flammes. Je regarde encore à droite et je vois une jeune femme blonde, en train de hurler dans un téléphone. Je suis toujours là à me demander ce que fout ce mur rouge. Puis je vois un pompier. Il me manipule comme un sac de sable. Je suis secoué dans tous les sens, on me bombarde de questions, je crois qu'on me demande mon âge. On me met sur une civière et on m'embarque. Et là,
Alors que je suis allongé, j'aperçois enfin toute la voiture complètement broyée. C'est à ce moment-là seulement que j'ai compris, j'avais eu un accident. Le « mur rouge », c'était le capot de la voiture replié à la verticale, et la batterie était en feu. Avant de voir l'ensemble de la scène, rien n'avait de sens. J'envoyais un message à ma mère pour lui demander si elle voulait que je prenne à manger en rentrant du boulot. J'avais été horrible avec elle le matin, je m'en voulais. Et puis, 30 minutes plus tard, c'est mon père qui me répond « Maman est partie. Elle est décédée. L'ambulance est là. Elle est morte soudainement. Elle était encore là à 9h du matin pendant que je râlais pour qu'elle sorte de la salle de bain, parce que je voulais prendre ma douche et partir au travail. Et puis elle est morte, à peine 1 heure avant la fin de mon service. Je me souviens être sorti comme dans un brouillard, avoir percuté mon patron et m'être effondré, incapable de parler. Je ne me souviens pas du trajet du retour ni de ce qu'on s'est dit en arrivant. Elle était à l'intérieur, recouverte d'un drap, et tout ce que je voyais, c'était ses pieds. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une mauvaise blague, un cauchemar. Elle n'avait que 54 ans. J'en avais 23. Je ne m'attendais pas à perdre un parent si tôt, encore moins un mardi d'octobre, comme ça, sans prévenir. Et ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est que je ne me souviens plus de sa voix. Ni de son visage. Elle détestait qu'on la prenne en photo. Et je crois que ma façon de gérer ce choc, ça a été d'oublier ce que c'était de vivre avec elle. Toute mon enfance, mon adolescence, même les débuts de ma vie adulte, ça me paraît être un film que j'ai vu, pas ma propre vie. Le deuil, c'est étrange. Et essayer d'expliquer cette sensation que mon monde vient de s'effondrer mais tout le monde continue à aller bosser et à payer ses factures, c'est presque impossible. Quand j'étais à la fac, ma copine et moi faisions un tour d'Europe en mode auberge de jeunesse pendant l'été. On était fauchés, mais sa mère bossait pour une grande compagnie aérienne, donc les billets d'avion nous coûtaient presque rien. Après Londres, on est parti à Paris, et sa mère nous a suggéré de contacter un ancien collègue à elle, Kurt, pour voir si on pouvait loger chez lui. Hébergement gratuit ? Parfait. On appelle. Sa femme décroche, Kurt est en déplacement, mais elle nous dit de rappeler le lendemain. On le fait, Kurt nous dit que c'est bon, il nous donne une adresse, on est content. On prend le métro, on arrive, et là, on est complètement perdu. On rappelle Kurt, il nous dit d'attendre, qu'il va venir nous chercher. Il arrive. Et tout de suite, l'ambiance est hyper gênante, mais bon, on se dit que c'est peut-être juste lui qui est un peu bizarre. La conversation est ultra plate. Genre, alors, tu travailles toujours chez Delta ? Non, je fais de la rédaction technique. Des trucs basiques ne collent pas du tout. On rentre chez lui, je prends une douche, sa fille rentre de l'école. Ça fait peut-être 1h30 qu'on est là, quand il finit par lâcher un truc. Écoutez, vous avez l'air très sympa, mais je crois que je ne vous connais pas du tout. J'en ai parlé à ma femme, et si vous voulez, vous pouvez quand même passer la nuit ici. Mais, t'es bien Kurt ? Oui, je m'appelle Kurt, mais je n'ai jamais bossé pour Delta, et je pense qu'on ne s'est jamais rencontrés. C'est vrai. On rappelle sa mère. Et là on découvre qu'on avait fait une erreur dans le numéro. On avait échangé un 5 contre un 2. On avait appelé un autre Kurt. Un autre Américain nommé Kurt, qui vivait à Paris. Et on avait été jusque chez lui, en faisant comme si on se connaissait, j'avais pris une putain de douche, et au final, on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'on était de parfaits inconnus. On appelle le vrai Kurt, qui vivait à peine 3 km de là. Et devine quoi ? Sa fille était dans la même que la fille du premier Kurt. Les deux Kurt étaient adorables, mais on a quand même fini par loger chez celui qu'on était censé connaître. En 1983, j'avais 12 ans quand je me suis pris une commotion en jouant un peu trop brutalement avec mon frère. On était pauvres et sans abri à l'époque, donc ce n'est que quelques jours plus tard que ma mère a pu m'emmener dans l'un des hôpitaux du coin.
J'y suis resté quelques jours, le tout dans un flou total. Mais je me souviens d'une infirmière. Elle venait me voir, était d'une gentillesse incroyable, m'apportait des cookies. J'étais complètement sous le charme. Je ne l'ai pas revue le dernier jour, et elle est partie de ma vie aussi vite qu'elle y était entrée. 7 ans plus tard, je livrais des pièces automobiles pour un magasin Napa. Je me suis lié d'amitié avec le responsable des pièces d'une grosse boîte de construction. Le gars me parlait constamment de la femme de son meilleur ami. Elle est incroyable, si douce, j'aimerais que ma femme soit comme elle. J'ai entendu parler d'elle tous les jours pendant 6 mois, sans jamais la rencontrer. 2 ans passent. Je rencontre une femme, et on se marie assez rapidement. Elle a 14 ans de plus que moi, mais entre nous, c'est la parole qui fait tout. On parle, tout le temps, de tout. Et un jour, au fil d'une conversation, je comprends que c'est elle, c'est l'infirmière de mes 12 ans, celle qui m'avait apporté des cookies à l'hôpital. Et encore plus fou, c'était aussi l'épouse du fameux meilleur ami dont mon pote parlait tout le temps. Et il y a une dernière chose. C'est flou, c'est probablement le fruit de l'imagination, mais j'en suis presque sûr, le 4 juillet 1976, j'ai vu cette femme debout près du lac pendant le feu d'artifice. Je n'avais que 5 ans. Des années plus tard, je lui en parle. Elle confirme qu'elle était bien là ce jour-là, mais qu'elle avait un peu bu et ne se souvient pas exactement d'où elle se tenait. Aujourd'hui, ça fait 26 ans qu'on est mariés. Et je suis toujours aussi amoureux d'elle. Il y a trop de croisements, de fils invisibles, de petits miracles pour que ce soit juste le hasard. Je crois vraiment qu'elle est mon âme sœur. Je travaillais dans un vidéoclub. Un jour, en ramassant les retours pour les remettre dans le système, je trouve une carte de visite dans la boîte de dépôt. C'est la seule fois, en 3 ans de boulot là-bas, que j'ai trouvé autre chose que des films. On était 3 en service ce jour-là, donc n'importe lequel d'entre nous aurait pu la trouver. Mais c'est tombé sur moi. Et c'était une carte de visite de mon frère. Il vit dans une autre ville, il ne savait même pas où je travaillais, ni quand. Je lui en parle, il est aussi perdu que moi. Il n'a aucune idée de comment sa carte a pu se retrouver là. Peut-être que c'était quelqu'un qu'on connaissait tous les deux et qui a voulu me faire une blague. Mais j'avais déménagé dans cette ville 2 ans plus tôt, et personne de mon entourage là-bas ne connaissait mon frère. C'est comme si l'univers avait décidé de m'envoyer ce petit clin d'œil totalement improbable. Le genre de coïncidence qui te fait froncer les sourcils pendant des jours. Et j'en ai une autre. Lorsqu'on signait le bail de notre nouvel appart, le propriétaire s'arrête sur le prénom de ma copine. Il dit que ça lui dit quelque chose. L'immeuble est grand, et il y a une boîte des objets perdus. Il va fouiller dedans, revient, et sort le sac à main de ma copine. Avec son nom écrit à l'intérieur. Elle l'avait perdu 1 an plus tôt pendant des vacances, en Colombie-Britannique. À 3700 km d'ici. On n'a jamais compris comment ce sac a pu traverser le pays et se retrouver dans notre futur immeuble, juste au moment où on emménageait. Aucune explication logique. Juste 2 moments étranges où le hasard, ou quelque chose qui lui ressemble, a frappé pile au bon endroit, au bon moment. Un jour, j'ai reçu un appel du numéro d'une camarade d'école. J'avais 15 ans à l'époque et on n'était pas particulièrement proches. Au bout du fil, c'était sa petite cousine. Elle me parlait comme si on se connaissait très bien, en utilisant mon prénom, toute joyeuse. J'étais surpris, mais elle était toute jeune alors j'ai joué le jeu. Plus tard, en parlant à mon amie, elle s'est excusée, disant qu'elle avait dû composer mon numéro par erreur. Le lendemain, je reçois de nouveau l'appel. Même voix, même familiarité. J'ai joué le jeu encore une fois. Et puis, en croisant mon amie un peu plus tard, je vois qu'elle est troublée. Elle me dit qu'elle doit m'avouer quelque chose, et là, elle fond en larmes. Elle m'explique que la petite fille est sa cousine, qu'elle vivait auparavant aux États-Unis, et qu'elle y avait un ami très proche, qui portait le même prénom que moi, et avait à peu près le même âge. Ils étaient inséparables.
Après leur retour en Inde, on lui a découvert une maladie grave, incurable. Elle était en traitement, très faible. Et puis son ami là-bas, le garçon qui portait mon nom, est mort. Mais personne ne lui avait dit, parce qu'il savait que ce serait trop dur à encaisser pour elle. Alors quand elle a vu mon nom dans le téléphone de sa cousine, elle a pensé que c'était lui. Elle m'a appelé, et m'a parlé comme si c'était son vieil ami revenu. Je lui ai reparlé 2 fois cette même semaine, cette fois avec le cœur. Plus longtemps. Plus sincèrement. La dernière fois, elle allait entrer en chirurgie. Je lui ai dit que tout irait bien. Le lendemain, mon amie est venue me voir, à peine capable de parler. Elle m'a appris qu'elle n'avait pas survécu. Mais elle a eu la délicatesse de m'apporter quelques photos de sa cousine. Mon nom complet est très unique. En 30 ans, je n'avais trouvé qu'une seule autre personne sur Facebook avec un nom qui sonnait pareil, et encore, le nom de famille s'écrivait différemment. Juste avant d'entrer à l'université il y a quelques années, je devais assister à quelques réunions liées au programme, dans un centre professionnel local. J'étais éligible à une aide qui couvrait un ordinateur portable et certains logiciels. Je me rends donc au rendez-vous, j'arrive à la réception pour signer le registre, et je me fige. Mon nom était déjà là. J'ai eu une sensation de vertige. Je me suis demandé si j'avais eu une absence, un trou noir, ou si quelqu'un se moquait de moi. C'était exactement mon nom, orthographe comprise, la première fois de ma vie que je le voyais écrit par quelqu'un d'autre que moi. Et l'écriture ressemblait à la mienne. Je me suis ressaisi, j'ai signé juste en dessous avec le front plissé. Toute la journée, j'ai eu l'impression d'être en train de vivre un bug de la réalité, jusqu'à ce que j'entre en rendez-vous. Là, la personne que je devais voir était surexcitée, il venait juste de rencontrer une femme, avec exactement le même nom que moi. Il était stupéfait. Il m'a dit que c'était un nom tellement rare que ça le dépassait complètement. On a discuté des probabilités d'un tel truc. C'était vertigineux. Et puis il m'a donné quelques détails. On suivait le même programme. Même réunion. Même bâtiment. Même bourse attribuée. Et pile le bon moment pour que je voie son nom juste là, une ligne au-dessus de la mienne. Si elle avait signé une demi-heure plus tôt, je ne l'aurais jamais remarqué. Elle avait le même âge que moi. On ne s'est jamais croisés, parce qu'elle suivait la formation via un autre organisme, donc nos horaires ne concordaient jamais. Mais pendant toute l'année, j'ai vu son nom revenir sur des listes de présence. À chaque fois, j'avais un petit sursaut. Mon cerveau s'attendait à lire mon nom et en déduire que c'était moi, puis il fallait que je lui rappelle que non, ce n'était pas moi, même si tout y ressemblait. Une année vraiment étrange. Quand j'étais gamin, mes parents nous forçaient, ma petite sœur et moi, à aller rendre visite à notre arrière-grand-mère dans une maison de retraite. Elle était aveugle, avait genre 98 ans. Enfant, elle me faisait un peu peur, ses yeux étaient tout laiteux, sa peau fine comme du papier, et elle nous touchait le visage pour voir à quel point on avait grandi. Elle parlait avec une toute petite voix chantonnante. Mais ce qui me foutait encore plus les jetons, c'était sa colocataire de chambre. Cette femme ne parlait jamais, sauf pour tendre la main vers moi et prononcer mon prénom. Mes parents ne lui adressaient jamais plus qu'un « bonjour »,« au revoir » ou « joyeux Noël ». Et puis, 20 ans plus tard, je demande à mon père, c'était quoi le délire avec cette dame? Et là, très calmement, il me dit que c'était mon autre arrière-grand-mère. Elle était sénile et clouée au lit. Apparemment, il y avait eu une grosse brouille familiale quand lui était enfant, donc les deux branches ne s'étaient jamais vraiment recroisées. Et moi, je suis son portrait craché. Je porte même son prénom. Donc la théorie, c'est qu'elle pensait que j'étais lui. Et ce qui est complètement dingue, c'est que ces deux femmes, mes deux arrière-grand-mères, se sont retrouvées dans la même chambre d'une grande maison de retraite, dans une grande ville, par pur hasard. Personne ne les avait réunies intentionnellement. C'est juste arrivé comme ça. Mais franchement,
ce qui m'a le plus retourné, c'est pas le hasard, c'est la façon dont mon père m'a balancé ça comme si c'était totalement banal. Genre, ah oui, c'était ta grand-mère aussi. Bref. À l'époque où j'étais dans un groupe en tournée, on est allé jouer dans une ville vraiment paumée. Genre à 7 heures de route de la ville la plus proche, et encore, il fallait ajouter 3 heures depuis chez nous. C'était le genre d'endroit où tu ne t'attends à rien d'autre que des sapins, une salle communautaire, et pas de réseau. Les organisateurs du concert avaient prévu que chaque membre du groupe dormirait chez un habitant qui avait accepté d'héberger un musicien pour la nuit. Moi, clairement, sur le moment, j'ai cru avoir tiré la mauvaise carte. La femme avec qui j'étais censé loger vivait encore plus loin, 1 heure de route depuis ce village déjà isolé, et elle adorait le karaoké, ce que je déteste. Et bien sûr, elle voulait aller chanter aux légionnaires ce soir-là. Donc on se retrouve, je dépose mes affaires chez elle, on part pour le karaoké. C'est correct, j'enfile quelques bières, on part à peine au bar. Retour chez elle, et là elle me propose un scotch. Pas de panique, ce n'est pas ce que vous pensez, restez avec moi. Premier indice que je me suis peut-être pas fait avoir, j'adore le scotch. Et elle aussi. Et pas n'importe quoi, elle a de vraies bonnes bouteilles. Plusieurs verres plus tard, tous différents, tous excellents, la conversation s'anime. Et là, elle me dit que son mari était prof à l'université, dans ma ville natale. Bon, drôle de coïncidence. Puis j'apprends que c'est la mère de la prof de ballet de ma fille. Là je commence à rire un peu nerveusement. Et pour couronner le tout, c'était une vieille amie de ma mère. Voilà. Au milieu de nulle part, dans une cabane à 1 heure d'un bled à 8 heures de chez moi, je me retrouve à boire du scotch de compétition avec quelqu'un qui connaît ma famille. Autant dire que la soirée s'est terminée dans une ambiance excellente. Et moi, j'ai compris que j'avais absolument pas tiré la courte paille. En début d'année, j'ai adopté une chienne. Elle avait été trouvée et amenée au refuge un mois plus tôt, sans puce, sans collier, rien. On avait donc supposé qu'elle était née dans la rue ou qu'elle avait été abandonnée. Quelques mois plus tard, ma famille et moi sommes allés au Starbucks, celui que ma mère fréquente depuis des années, et on a décidé d'emmener la chienne avec nous pour qu'elle prenne un peu l'air. Pendant que ma mère passait commande, je tenais la chienne dans mes bras. C'est là qu'un des baristas la regardait avec une expression vraiment troublée. Il nous dit qu'il croit la reconnaître. C'est vrai qu'elle a un pelage très particulier, une sorte de mélange chihuahua-schnauzer avec une robe que tout le monde remarque. Du coup, qu'il la reconnaisse n'était pas si surprenant. Il nous dit qu'il vient juste de finir son service et que sa famille va venir le chercher. Il nous demande si on peut attendre un peu pour qu'il la voie eux aussi. On accepte. Sa mère et ses sœurs arrivent, et là, sans le moindre doute, c'est leur ancienne chienne. Il nous raconte toute l'histoire, elle s'était enfuie début février, ce qui correspond exactement à la période où elle a été retrouvée. On l'a adoptée fin mars. Ils vivent juste à quelques rues de chez nous. Ils nous montrent des photos, des vidéos, c'est elle. Sans aucun doute. Et là, en plein parking de Starbucks, il y a une véritable réunion de famille. Les sœurs, encore jeunes, fondent en larmes en la serrant dans leurs bras. Même ma mère pleurait. On apprend son ancien nom, auquel elle réagit tout de suite, sa date de naissance, son âge exact, et même sa race précise. C'était émouvant, beau, mais pour être honnête, j'étais inquiet. On l'aimait déjà énormément. Elle faisait totalement partie de la famille. Et ses filles pleuraient comme si elles retrouvaient un membre de la leur. Mais la mère nous rassure très vite. Elle nous dit qu'ils n'ont aucune intention de la reprendre. Ils avaient déjà adopté 2 nouveaux chiots pour aider les filles à faire leur deuil. Ils étaient simplement heureux de savoir qu'elle allait bien et qu'elle était aimée. C'était un moment complètement inattendu, émouvant, surréaliste, mais aussi incroyablement apaisant. Comme si la boucle était bouclée. Ma femme et moi étions partis rendre visite à mon frère,
qui vit dans une grande ville à environ 500 km de notre petit bled. Pour l'occasion, on avait réservé un week-end dans un immense hôtel luxueux, un vrai changement d'ambiance. Le lendemain, on va chez mon frère pour lui rendre visite, sans savoir qu'il venait tout juste de se séparer de sa femme. Il était persuadé qu'elle voyait quelqu'un d'autre, mais on n'avait pas plus de détails à ce moment-là. Plus tard dans la journée, on retourne à l'hôtel. Ma femme ne se sent pas bien, alors j'appelle la réception pour demander de l'aide. La dame au bout du fil me dit de l'emmener dans une chambre utilisée comme poste médical et me donne un numéro de chambre précis. On part à la recherche de cette chambre, on arrive devant la porte, on frappe. Un type vient nous ouvrir. Et là, en regardant à l'intérieur, on voit la femme de mon frère, assise seule, sans aucune trace d'infirmerie. Pas de personnel médical, pas de matériel, juste des bouteilles de rhum posées sur une table. Le mec nous regarde et sort un « Désolé, vous vous êtes trompé de chambre ». Lui ne nous reconnaît absolument pas. Il n'a aucune idée de qui on est. Mais elle nous a bien vus. Et elle n'a rien dit. Pas un mot. Juste ce regard figé, comme si elle s'était fait prendre la main dans le sac. On n'a rien dit non plus. On est juste reparti, un peu sonné, en se demandant si on venait d'assister à la confirmation en direct live de ce que mon frère soupçonnait. Parfois, la vérité se pointe sans même frapper. Mon fils et moi étions assis dans un wagon de la ligne bleue à Chicago, le regard perdu à travers les vitres sales du train, observant les immeubles défiler sous le ciel gris d'hiver. Il faisait froid, mais cette journée avait quelque chose de calme, presque suspendu. Il s'est tourné vers moi, un sourire en coin, les mains enfouies dans les poches de sa grosse veste. « Papa, t'as un ami qui vit ici, non ? Peut-être qu'on va le croiser. » J'ai souri à mon tour, amusé par sa naïveté. « J'en doute, fiston. Chicago, c'est immense. Des millions de gens. C'est pas comme si on allait juste tomber sur lui par hasard. » Il a haussé les épaules, l'air de dire « on sait jamais ». Et pourtant. À l'arrêt suivant, les portes se sont ouvertes dans leur grand souffle mécanique, laissant entrer une bouffée d'air glacé, et lui. Mon ami d'enfance, Malik. Même silhouette, même démarche nonchalante, comme s'il sortait tout droit d'un souvenir figé dans le temps. Il n'avait pas changé depuis la dernière fois, ou peut-être que c'était moi qui ne m'attendais tellement pas à le revoir que mon esprit refusait de voir les années passées. Il nous a d'abord frôlés sans prêter attention, puis il s'est arrêté net. Il m'a fixé, les sourcils froncés, comme s'il essayait de faire le tri entre le passé et le présent. « Toi » a-t-il lancé, incrédule. « Malik ?» On a éclaté de rire en même temps. Mon fils nous regardait, bouche ouverte, comme si on venait de tirer un lapin d'un chapeau. On a parlé tout le reste du trajet. De l'école, des années passées, des bêtises qu'on faisait, de ce que la vie était devenue pour chacun. Mon fils buvait nos paroles, fasciné de voir que son père avait eu, lui aussi, une vie pleine d'amis, d'aventures, d'histoires avant lui. Malik nous a invités chez lui. On l'a suivi jusqu'à un petit appartement en briques rouges au nord de la ville. Sa compagne nous a préparé un café, les enfants ont joué ensemble, et le soir est tombé sans qu'on s'en rende compte. Ce jour-là, mon fils m'a dit dans le train du retour, « Tu vois, papa. Faut jamais dire jamais. » Et moi, j'ai pensé que peut-être, parfois, la vie se chargeait de nous rappeler que même dans une ville immense, certaines choses étaient destinées à arriver. J'ai reçu un message d'un inconnu qui disait simplement « Tu m'as sauvé la vie ». Au début, j'ai cru à une erreur, peut-être un message destiné à quelqu'un d'autre. Mais par curiosité, j'ai répondu. Il m'a alors expliqué. Un an plus tôt, sur un vieux forum que je ne fréquentais même plus, j'avais répondu à son message. Un message banal en apparence. Il parlait de solitude, de fatigue, sans entrer dans les détails. J'avais pris 2 minutes pour lui répondre avec bienveillance. Juste quelques phrases. Rien de spectaculaire.
Je lui avais dit qu'il n'était pas seul. Que parfois, juste tenir un peu plus longtemps suffisait à ce que les choses changent. Que même quand on ne voit pas la lumière, elle peut revenir sans prévenir. Je ne m'en souvenais même plus. Mais lui, si. Il m'a raconté qu'à ce moment précis, il était au bord du gouffre. Qu'il n'attendait pas une réponse. Qu'il avait juste lancé un message comme on jette une bouteille à la mer, sans vraiment croire qu'elle serait ramassée. Et que mes mots, simples mais humains, lui avaient donné une raison d'attendre encore un peu. Juste assez pour que la vie commence doucement à changer. Depuis, il avait trouvé un travail. Un chien aussi. Il s'était même remis à écrire, disait-il, chose qu'il avait abandonnée depuis des années. Je suis resté figé devant l'écran. On ne mesure jamais vraiment la portée de ce qu'on dit. On oublie que, parfois, une phrase peut tenir quelqu'un debout. Ce jour-là, j'ai compris que la moindre attention, même virtuelle, peut devenir un point d'ancrage pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faisait un froid glacial ce soir-là. Le genre de froid qui mord la peau, qui gèle les larmes avant qu'elles aient le temps de couler. Je venais de finir mon service, épuisé, les mains engourdies, les pieds trempés. J'étais fauché, à $1 près pour prendre le bus et rentrer chez moi. Et marcher jusque chez moi n'était tout simplement pas une option, les trottoirs étaient des plaques de glace, le vent soufflait comme une punition. J'ai appelé mon père. Il est riche, très riche même. Je ne lui demandais pas grand-chose. Juste $1. Pas un prêt. Juste de quoi rentrer sans risquer ma vie sur le bitume gelé. Il a refusé. Pas parce qu'il ne pouvait pas. Il n'avait juste pas envie. Il a raccroché sans explication. Je suis resté là, figé, le téléphone dans la main, le froid s'insinuant sous mes vêtements comme une promesse de souffrance. J'ai fini par me traîner jusqu'à la bibliothèque municipale, juste pour me réchauffer et essayer de réfléchir. Il fallait que je trouve une solution, n'importe quoi. Je me suis assis au hasard dans un coin, j'ai attrapé un livre sur une étagère sans même regarder le titre. C'était un geste vide, automatique, juste pour occuper mes mains. Je l'ai ouvert à une page quelconque. Et là, entre deux feuilles jaunies, pliées en 4 comme une vieille relique oubliée, il y avait un billet d'$1. Je l'ai tenu entre mes doigts pendant plusieurs secondes, incapable de bouger. C'était réel. J'ai même regardé autour de moi, comme si quelqu'un allait surgir en criant que c'était à lui. Mais non. C'était là. Pour moi. Ce n'est pas la chose la plus incroyable qu'on puisse lire dans une histoire, je sais. Pas de lumière divine, pas de héros. Juste un petit coup de pouce, discret et parfait. Mais ce billet a été la frontière entre désespoir et soulagement. Il m'a permis de rentrer chez moi. De pleurer de fatigue dans un lit au chaud plutôt que sur un trottoir verglacé. Je suis né au Liban, en pleine guerre, dans les années 80. Mon enfance, c'était les sirènes, les détonations au loin, les valises jamais vraiment défaites. On courait souvent, de maison en maison, de ville en ville, et surtout, d'un abri à l'autre. Dans ce chaos, j'avais un meilleur ami. On s'était trouvé malgré tout. On jouait dans les couloirs des refuges, on partageait des bouts de pain, des moments de rire volés au milieu de la peur. Mais un jour, il a disparu. Ou peut-être que c'est moi qui suis parti le premier. À force de déplacements, de familles déchirées et de frontières floues, on a perdu contact. Et comme tout ce qu'on laisse derrière dans une guerre, je me suis forcé à l'oublier un peu, pour pouvoir avancer. En 1989, ma famille et moi avons quitté le Liban pour le Canada. Nouveau pays, nouvelle langue, nouveau départ. J'ai grandi avec cette autre version de moi, celle qui n'avait jamais connu les sous-sols humides des abris. Quelques années plus tard, j'entrais à l'université. Une ville étrangère, un campus trop grand, des visages partout. Et puis un jour, quelqu'un m'a regardé comme si j'étais un souvenir. Il s'est approché doucement, comme si un détail risquait de le faire changer d'avis. Il a prononcé mon prénom.
Celui que peu connaissaient ici. Je l'ai fixé, perdu. Puis il a souri. Et dans ce sourire, j'ai vu un tunnel de 20 ans se rouvrir. C'était lui. Mon ami d'enfance. Celui avec qui j'avais partagé des bouts de guerre et d'innocence. Il m'a dit, « Ton visage n'a pas changé. Je t'ai reconnu tout de suite. » On s'est assis, on a parlé pendant des heures. On a reconstitué le puzzle de nos souvenirs éparpillés, retrouvé les noms, les rues, les bruits de notre enfance volée. Le monde est vaste, cruel parfois, mais ce jour-là, il s'est replié sur lui-même comme une carte trop pliée, jusqu'à nous ramener l'un à l'autre. Ce jour-là, j'ai compris que, parfois, la vie s'arrange pour recoudre ce que le chaos avait arraché. Des éléphants. 4, pour être exact. En plein Midwest. Juste à la sortie de ma petite ville. Je roulais tranquillement sur la route de campagne, fenêtre entr'ouverte, musique basse, quand j'ai cru voir quelque chose d'énorme bouger dans le champ à ma gauche. D'abord, j'ai cru que c'était un rêve éveillé, ou une illusion due à la fatigue. Puis j'ai ralenti, et là, j'ai vu 4 éléphants adultes, majestueux, lents, presque solennels. Ils marchaient doucement le long des rails, dans un calme presque sacré, comme s'ils n'avaient rien à prouver, comme s'ils savaient que le monde leur appartenait à cet instant précis. Mon cerveau a mis un moment à comprendre. On est dans l'Illinois, pas en Afrique. Pas en Inde. Et pourtant, ils étaient là. Vivants. Massifs. J'ai fini par me dire qu'ils avaient dû s'échapper d'un wagon de train, peut-être un vieux cirque itinérant, ou un transport mal sécurisé. Les rails n'étaient pas loin, et on sait que ce genre de choses peut encore arriver, même si ça semble tout droit sorti d'un autre siècle. Mais peu importe l'explication. Le moment, lui, était irréel. Je suis resté là, arrêté sur le bas-côté, à les regarder. Un des éléphants s'est même tourné vers moi un instant. Nos regards se sont croisés, et j'ai ressenti un mélange de stupeur et de respect. Il n'avait pas l'air perdu. Il avait l'air libre. Finalement, ils ont continué leur chemin, comme s'ils avaient un but, une destination connue d'eux seuls. Ce jour-là, le réel s'est fendu un instant, laissant passer un fragment d'un autre monde. Et depuis, chaque fois que je repasse sur cette route, je regarde vers les champs, juste au cas où. Je livrais des pizzas dans ma vingtaine. C'était un de ces petits boulots qu'on prend pour payer le loyer, le genre où chaque commande est une mission contre la montre. Ce soir-là, je devais livrer à une adresse sur la 9e rue NW. Sauf qu'après avoir traversé toute la ville, je me suis arrêté, sur la 9e rue SW. J'ai réalisé mon erreur au moment exact où je frappais à la porte. L'habitude, le GPS un peu capricieux, la fatigue, bref, j'étais à l'opposé complet de là où je devais être. Je m'apprêtais déjà à lancer mon habituel « Oh pardon, mauvaise adresse, désolé du dérangement, passez une bonne soirée », mais le type qui a ouvert la porte ne semblait ni surpris ni agacé. Il tenait même l'argent dans sa main. Prêt. Tranquille. Je l'ai regardé, interloqué. Il m'a donné un billet, a pris la pizza, m'a dit merci et a refermé la porte. Pendant 2 secondes, j'ai cru avoir rêvé. Alors j'ai vérifié le ticket de commande, et là, j'ai compris. Lui aussi s'était trompé. Il avait commandé une pizza, mais avait, sans le savoir, inversé les lettres dans son adresse. Il avait mis SW au lieu de NW. Ce qui signifie que moi, en me trompant d'adresse, j'étais en réalité tombé exactement là où je devais être. Nos 2 erreurs, indépendantes l'une de l'autre, s'étaient parfaitement annulées. Une double faute qui avait produit une vérité. Je suis resté un moment dans la voiture après ça, à fixer le vide, en essayant de calculer les probabilités. À quel point faut-il que le hasard s'aligne pour que 2 personnes fassent exactement la même erreur, dans 2 endroits différents, au même moment, et que ça aboutisse à la bonne pizza, livrée à la bonne personne? Je ne connais pas les statistiques. Mais ce jour-là,
je me suis dit qu'il devait exister une toute petite faille dans le tissu du chaos, juste assez grande pour laisser passer ce genre de miracle absurde. À 16 ans, j'ai fait un rêve lucide. Un de ceux qui te marquent au fer rouge, même des années plus tard. Dans ce rêve, je pouvais voler simplement en battant des bras. Littéralement. Comme un oiseau maladroit, mais libre. Je survolais mon quartier, quelque part dans les montagnes. Je reconnaissais tout, les routes, les arbres, les pentes familières. Et puis, je suis passé au-dessus d'un croisement, Pine Ridge et Hook Creek Road, et j'ai vu une maison avec un toit bleu. C'était si clair, si précis. Le lendemain, poussé par cette sensation étrange de vérité, je suis allé chercher cette maison. J'ai trouvé l'emplacement exact, le bon croisement. Mais le toit était gris, banal. Pas de bleu. Juste un rêve, me suis-je dit. Mon fantasme de téléportation ou de prémonition venait de s'écrouler. J'ai fini par laisser ça derrière moi. Enfin, presque. 5 ans plus tard, j'étais membre d'un équipage de la LITAC, les unités d'élite des services forestiers. On avait été envoyé sur une frappe de foudre dans la région où j'avais grandi. J'étais assis à la porte du vieil hélico, harnais attaché, le vent fouettant mon visage, scrutant la forêt à la recherche de fumée. Et là, tout a ralenti. J'ai reconnu le vol. Les virages, l'angle, même la lumière. C'était exactement la trajectoire de mon rêve. J'ai eu un choc. Je savais où l'hélicoptère allait tourner avant même que le pilote ne touche les commandes. J'ai anticipé chaque mouvement, comme si je l'avais déjà vécu. Puis, en regardant vers le sol, j'ai eu le souffle coupé. Là, à ce même croisement que dans mon rêve d'adolescent, la maison. Et cette fois, son toit était bleu. Pas un bleu douteux ou poussiéreux, un bleu vif, flambant neuf. Je suis resté figé, les bras couverts de frissons, incapable de parler. Est-ce que la maison avait été rénovée entre-temps? Est-ce que mon rêve avait vu 5 ans dans le futur? Est-ce que ce n'était qu'une énorme coïncidence, ou autre chose, quelque chose que notre cerveau ne comprend pas encore? Je ne sais toujours pas. Mais à chaque fois que j'y repense, j'ai les mêmes frissons. Un jour au lycée, j'ai ouvert le casier de ma voisine par erreur. J'étais distrait, un peu dans la lune, et je me suis arrêté devant ce que je croyais être le mien. Un cadenas à combinaison classique. Et sans réfléchir, j'ai mis ma main dessus, tourné le cadran, et là, c'est comme si ma main savait exactement quoi faire. J'ai entré la combinaison sans hésiter. 1, 2, 3 clics et le cadenas s'est ouvert. Sauf que ce n'était pas mon casier. Dès que je l'ai ouvert, j'ai vu des affaires de filles à l'intérieur. Des livres recouverts de stickers, un petit miroir, un parfum, une écharpe rose pliée. J'ai eu un choc. Mon cœur a fait un bond et j'ai claqué la porte comme si j'avais mis le pied dans un autre monde. Je suis retourné à mon vrai casier, quelques rangées plus loin. J'ai essayé mon code habituel. Il a marché sans problème. Tout était normal. Mais ce moment me restait en tête. Comment j'avais pu entrer un code qui n'était pas le mien, que je n'avais jamais vu ni entendu? Par curiosité, j'ai essayé de me souvenir de la combinaison que j'avais utilisée sur son cadenas. Rien. Vide total. Comme si la séquence ne m'avait été accessible qu'une seule fois, dans un instant suspendu, puis effacée aussitôt. Je n'ai jamais su quoi en penser. Ce n'était pas un code simple, pas 0-0-0 ou 1-2-3. Je ne l'avais jamais vu entrer sa combinaison non plus. Et pourtant, mes doigts l'avaient su. Peut-être que c'était une coïncidence dingue. Peut-être que mon cerveau a capté quelque chose de subconscient, un moment furtif, une série de gestes aperçus sans en être conscient. Ou peut-être que, juste une fois, j'ai touché quelque chose d'inexplicable. J'étais en voyage, littéralement à l'autre bout du monde. Seul,
en mode exploration tranquille dans une ville que je ne connaissais pas. Ce jour-là, je me suis retrouvé à errer dans les rues de Singapour, et un petit musée discret, presque vide, a attiré mon attention. Je suis entré, histoire de tuer un peu de temps, de voir quelque chose de nouveau. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule autre personne. Une femme, à peu près mon âge. On a commencé à discuter, comme deux voyageurs curieux qui tombent sur la seule autre âme dans un lieu silencieux. Elle venait d'Australie, moi des États-Unis. Rien de surprenant jusque-là. On partageait nos impressions sur la ville, les musées, le voyage. Puis elle a mentionné qu'elle avait étudié un temps aux États-Unis. Par réflexe, j'ai demandé « Où ça ?» Et là, elle me sort le nom de ma fac. Une petite université, pas une de ces grosses institutions où ça ne serait qu'une coïncidence banale. Non, une fac minuscule, paumée, que personne ne connaît à moins d'y avoir vraiment été. J'ai éclaté de rire. Et elle aussi. On a creusé un peu, parce que c'était déjà improbable, et là c'est devenu carrément surréaliste. Elle me dit qu'elle connaissait bien une fille, avec qui elle traînait souvent à l'époque. Ce nom-là, c'était ma coloc de l'époque. Pas juste une connaissance. Ma coloc. Elle était même déjà venue chez nous. Dans mon appart. Pendant ces années où j'étais là, dans la pièce d'Axe en grave côté, sans qu'on se croise. Et voilà qu'on se retrouve, des années plus tard, dans une ville étrangère, dans un musée que personne ne fréquente, deux inconnus liés sans le savoir par un morceau de passé partagé. Ce jour-là, l'expression « le monde est petit » a pris une toute nouvelle dimension. C'était plus qu'un hasard. C'était comme si la vie nous avait recroisés juste pour nous rappeler que, parfois, derrière l'immensité du monde, il y a des fils invisibles qui relient les gens bien plus qu'on ne l'imagine. Il y a environ 10 ans, mon mari et moi avons rencontré un autre couple pendant des vacances. C'était totalement par hasard, lors d'une excursion d'un jour. On s'est retrouvés à côté dans un groupe, on a commencé à discuter, et le courant est tout de suite passé. Ils venaient aussi du Royaume-Uni, mais eux vivaient tout en bas, dans le sud, alors que nous, on est du nord, un bon 5 ou 6 heures de route entre nous. On a passé la journée ensemble, riant, explorant, partageant ce genre de complicité éphémère qui rend certaines journées vraiment spéciales. Et puis, comme souvent en vacances, on s'est dit au revoir à la fin, sans trop de cérémonie. Juste un beau souvenir de plus. Quelques semaines plus tard, je commence un nouveau boulot dans une concession automobile, pas très loin de chez nous. Premier jour, un peu stressé, je m'installe derrière le bureau, j'apprends le fonctionnement de l'endroit. Et là, les toutes premières personnes à pousser la porte. C'était eux. Le même couple, venu de l'autre bout du pays. J'étais tellement surprise que j'ai cru à une hallucination. On a éclaté de rire tous les quatre, complètement incrédules. C'était irréel. On aurait pu ne jamais se revoir, et là, ils marchaient littéralement dans ma nouvelle vie. Ils étaient en visite dans le coin parce que leur fils faisait ses études à l'université pas loin. Il avait cours ce jour-là, alors ils avaient décidé de tuer le temps en passant voir des voitures. Sans intention précise. Juste un petit détour sur un coup de tête. Et pourtant, ce petit détour les avait menés à moi. Je repense souvent à ce moment. Tous les choix qui ont dû s'aligner pour que ça arrive, qu'ils viennent ce jour-là, à cette heure-là, qu'ils entrent dans cette concession, que ce soit mon premier jour. Une infinité de routes possibles, et on s'est retrouvés sur la même, encore une fois. C'est le genre de coïncidence qui, si on y pense trop longtemps, donne presque le vertige. Comme si la vie avait, pendant une fraction de seconde, tiré les fils en secret, juste pour nous faire un clin d'œil. Je suis allé à un concert de Phish en Alabama, avec un billet pour les sièges tout au fond de l'amphithéâtre. Rien d'exceptionnel, juste heureux d'être là. Mais au moment d'entrer, l'ouvreur regarde mon ticket, fronce à peine les sourcils, et me fait signe, vers le pit. J'ai hésité, mais j'ai suivi le mouvement. J'avais aucune place à signer dans cette zone,
alors j'ai erré un peu, me mêlant à la foule, savourant le chaos heureux d'un show de fiches. Finalement, je me suis faufilé sous une barrière et j'ai atterri pile au centre, juste derrière le pit. Des sièges parfaits. Les gars assis à ma gauche m'ont tout de suite dit que ces places étaient prises. Je leur ai répondu sans me démonter, pas de souci, dès que vos amis arrivent, je bouge. Et puis, un gars sur ma droite me tapote l'épaule. Je me retourne. Il me fixe un instant, puis il dit « Je te reconnais. On a échangé des CD de concerts de fiches sur un forum, il y a quelques années. » J'ai dû le regarder comme un type qui vient d'entendre sa voix sur une vieille cassette. Il m'a rafraîchi la mémoire, un pseudo, une photo de moi que j'avais postée à l'époque, un échange de live show gravé à la maison, envoyé par la poste, l'époque des forums à l'ancienne. On a ri, on s'est serré la main, et à partir de là, c'était comme si le hasard avait tout mis en place. La personne à qui appartenait mon siège n'est jamais venue. Pas un mot, pas une apparition. J'ai assisté au concert depuis l'une des meilleures places de la salle, à côté d'un gars qui, dans un monde de milliers de fans, m'avait reconnu grâce à une passion partagée depuis un écran d'ordinateur. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, à un moment entre deux morceaux, j'ai levé les yeux, et là, une énorme étoile filante a traversé le ciel au-dessus de la scène. Longue, brillante, silencieuse. J'ai matché avec mon ex sur une appli de rencontre, pendant qu'on était encore ensemble. Oui. On sortait toujours ensemble, officiellement. Mais voilà, les choses allaient mal. Il y avait des doutes dans l'air, des silences trop longs, des disputes qui n'éclataient pas mais qui flottaient, sourdes. On commençait à glisser, chacun de notre côté, sans vraiment se le dire. Alors, dans un mélange de curiosité malsaine et d'insécurité crue, j'ai ouvert une appli de rencontre. Pas pour trouver quelqu'un. Pas vraiment. Pour tester. Voir si je serais choisi à nouveau. Si je plaisais encore. Peut-être même pour voir s'il, lui, y était. Et voilà. Quelques glissements de doigts plus tard, je tombe sur lui. Son profil. Nouvelle photo, même sourire, bio vague mais familière. J'ai hésité. Puis j'ai matché. Et lui aussi. On s'est regardé droit dans les yeux, sans être dans la même pièce. Deux personnes qui se testaient, chacun de leur côté, croyant piéger l'autre, et qui ont fini par se retrouver face à leur propre miroir. Quand on en a parlé, ça n'a pas été une scène de film dramatique, ni un éclat de voix. Juste une sorte de vide. De gêne étrange. On s'est quitté pas longtemps après. Ce match-là, c'était le signe que la confiance était déjà morte. On essayait de prouver quelque chose, alors qu'on n'avait déjà plus rien à prouver. Parfois, c'est pas une trahison qui casse une relation. C'est juste le moment où deux personnes, séparément, cherchent la même réponse, et tombent sur la vérité en même temps. Quand j'avais 9 ans, ma meilleure amie s'appelait Naomi. On était inséparables. Deux gamines avec des rires bruyants, des secrets écrits en code, des plans d'amitié pour la vie. Puis, comme ça arrive souvent quand on est enfant, ma famille a déménagé. Un autre état, une nouvelle école, une autre vie. Naomi et moi, on s'est peu à peu perdu de vue. On a promis de rester en contact, mais on sait comment ça va. Les années passent, les adresses changent, les souvenirs deviennent flous. 8 ans plus tard, je me présente à un centre d'examen pour passer un test standardisé, celui qui peut déterminer où tu iras à la fac. Je suis stressé, concentré, seul au milieu de dizaines de candidats que je ne connais pas. Et là, dans la foule, je lève les yeux. Naomi. Pas juste quelqu'un qui lui ressemble. Naomi. Même sourire, un peu plus grand. Même regard, mais plus mature. On s'est reconnu instantanément. Le genre de reconnaissance qui traverse les années sans effort, comme si rien n'avait vraiment changé. Et voici le plus fou, ce test n'avait lieu ni dans l'état où on s'était connus, ni dans l'un de nos anciens quartiers. C'était encore un autre état.
Et tous les candidats étaient assignés à leur centre de manière totalement aléatoire. Sur des milliers d'étudiants, des centaines de centres, sur un créneau aléatoire, on s'est retrouvés, là. Assises à quelques mètres l'une de l'autre. C'était comme si le hasard nous avait recollés pour dire « Vous n'avez pas fini cette histoire ». Et peut-être qu'il avait raison. Parce que ce jour-là, on a repris contact. Et depuis, on ne s'est plus perdu. J'ai été frappé par un accident de décompression. C'est brutal. En un instant, mon corps a commencé à réagir comme s'il avait subi un AVC. Ma capacité à parler, à former des phrases, à communiquer, tout s'est effondré. Mon cerveau tournait à vide, et les mots refusaient de sortir dans le bon ordre. J'ai commencé à errer sur une route d'île, incapable de comprendre ce qui m'arrivait, juste poussé par une sorte d'instinct de survie. Mes jambes me portaient, mais c'était flou, irréel, comme marcher dans un rêve fiévreux. Par un miracle pur, je suis tombé sur un centre médical. Un bâtiment anodin au bord de la route, un de ces endroits qu'on ne remarque même pas en temps normal. Je suis entré, pensant que j'étais sauvé. Mais très vite, j'ai réalisé que je ne pouvais pas expliquer ce qui m'arrivait. Je tentais de parler, mais tout sonnait faux, brouillé, incompréhensible. Et pour les gens autour, j'étais juste un touriste débraillé, incapable de se tenir droit, qui marmonnait comme s'il avait trop consommé de substances. Ils allaient me refuser l'entrée. J'étais là, coincé entre conscience et confusion, sans pouvoir dire « je suis en train de mourir ». Et c'est là que mon instructeur de plongée est apparu. Lui aussi aurait pu aller dans n'importe quel autre centre médical, il y en avait 3 ou 4 entre notre centre de plongée et celui-là. Mais il avait choisi ce bâtiment précis, à ce moment précis. Il m'a reconnu immédiatement, a compris ce qui se passait en me voyant. Il a pris en charge tout ce que je ne pouvais pas faire, remplir les formulaires, expliquer la situation, dire mon nom que j'avais oublié. Et comme si ce n'était pas déjà assez improbable, ma propriétaire possédait la seule chambre de décompression de l'île. Elle a été prévenue immédiatement, a débarqué en voiture, m'a fait monter et m'a emmené droit dans la chambre hyperbare. Pas de paperasse, pas de file d'attente. Juste de la vitesse, de la précision, de la survie. Je suis vivant grâce à une série d'impossibilités qui se sont alignées. Le bon chemin, la bonne porte, la bonne personne au bon moment, et une chambre de décompression déjà à portée de main. Parfois, la vie frôle la catastrophe, mais décide de t'accrocher par le col au tout dernier moment. J'étais avec mon père dans un Walmart, juste après une tempête de neige. Les routes étaient encore glissantes, les trottoirs recouverts de cette bouillie blanche entre neige fondue et glace traîtresse. On faisait nos courses tranquillement quand on est tombé sur un dashcam en promo, genre $5. On s'est regardé, pas mal, hein? Et hop, on l'a acheté. On finit nos courses, on retourne au pick-up, et là, on se dit qu'on va l'essayer tout de suite. On le branche, il s'allume, tout fonctionne. Nickel. On démarre, on quitte le parking, et c'est là que je lance la blague. Je me tourne vers lui et je dis, « Tu sais, ce serait quand même assez marrant si on avait un accident maintenant. » On a rigolé tous les deux, en mode « Quelle ironie ce serait », et on a continué notre route, confiant, détendu. 10 minutes plus tard. On approche d'un virage un peu traître, recouvert de verglas. Et là, une voiture venant en sens inverse perd totalement le contrôle. Elle glisse, fait un tête-à-queue et nous rentre dedans à pleine vitesse. Sa voiture? Foutue. La nôtre? Pareil. Les passagers? Miraculeusement indemnes. Les flics arrivent. Ils regardent les traces dans la neige et commencent à suggérer qu'on aurait pu être en tort, que notre trajectoire semblait douteuse. On commence à s'énerver doucement, quand tout à coup. Mon père, calme comme une image, dit « Attendez. On a tout sur caméra. » La dashcam. Celle qu'on avait achetée il y a une demi-heure.
Celle qu'on avait branchée juste pour voir si elle marchait. Elle avait tout filmé. L'autre voiture qui perd le contrôle, la direction qu'on tenait, l'impact. Tout. On leur montre la vidéo. Les policiers changent immédiatement de ton. Plus aucune accusation. Plus de doute, tout est clair. On a été blanchi grâce à un achat totalement impulsif, fait 5 $ et 20 minutes plus tôt. Mais ce qui me colle encore des frissons, c'est que j'avais fait la blague. J'avais annoncé l'accident. Et depuis, je ne fais plus ce genre de blague. Ma première femme avait un petit ami au lycée. Rien d'extraordinaire jusque-là. Sauf que ce type-là, des années plus tard, est devenu le PDG du plus grand producteur de pornographie au monde. Pas une petite boîte marginale, le mastodonte de l'industrie. À l'époque, je trouvais ça plutôt drôle. Une anecdote à sortir entre amis. Puis vient ma deuxième femme. On parle de nos carrières respectives, des débuts difficiles, des coups de chance qui changent une vie. Elle me raconte comment elle s'est fait remarquer dans le monde très fermé de l'assurance. Elle avait été, me dit-elle, la toute première à réussir à assurer une entreprise de production pornographique. Ce geste-là, risqué et visionnaire, avait lancé sa carrière à toute vitesse. Je lui demande le nom de la boîte, presque par curiosité. Et là, elle me le dit. C'était lui. Le même homme. Le petit ami de ma première femme. Le client de ma deuxième. Le même nom, la même entreprise, la même trajectoire improbable reliant deux femmes qui, autrement, n'avaient rien en commun. Deux vies, deux mariages, des années d'écart, et un même point de croisement, le roi de l'industrie porno. C'est le genre de coïncidence si précis, si particulier, qu'on ne sait pas s'il faut en rire ou lever les yeux vers le ciel en murmurant « D'accord, univers. Tu veux vraiment que je le remarque, celui-là ?» Quand j'avais 2 ans, les services de protection de l'enfance m'ont retiré à ma famille biologique. J'ai été placé en famille d'accueil, puis adopté officiellement par cette même famille quand j'ai eu 5 ans. À part un jouet et une seule photo de moi bébé, je n'avais rien venant de mes premières années. Aucune trace, aucun lien autorisé avec ma famille biologique, selon les décisions du tribunal. C'était comme si mon histoire avant l'adoption avait été coupée au couteau. Les années ont passé. J'ai grandi, j'ai vécu ma vie. 20 ans plus tard, je bosse comme livreur de pizza. C'est pas glorieux, mais c'est un job, et ça me va. Je finis par partir, trouve autre chose, puis reviens 1 an plus tard après que ce autre chose ne marche pas. Là, je deviens pote avec un des autres livreurs, un mec plus âgé. Super sympa, genre retraité qui bosse pour rester occupé. Il avait été travailleur social avant. Un jour, je traîne sur Facebook et je remarque qu'il est ami avec mon demi-frère biologique. Je tic. C'est bizarre. Ce genre de lien, il n'existe jamais dans mon quotidien. Alors je lui demande. Pensant naïvement que peut-être, dans son ancienne vie pro, il avait croisé ma famille. Et là, il me regarde, un peu choqué, et dit « Tu sais que j'ai été marié à ta tante ? La sœur de ta mère biologique. » Il m'explique qu'à l'époque, quand j'étais bébé, il me gardait de temps en temps. Il se souvenait de moi. Mais ce n'est pas tout. Il ajoute que quand son ex-femme est partie après leur divorce, elle a laissé derrière elle plein de cartons, des vieilles affaires, des papiers. Lui, il avait tout gardé, sans trop savoir quoi en faire. Et là-dedans, il y avait mes photos. Des photos de moi bébé. Des souvenirs que je croyais perdus pour toujours. Il me les a donnés. Je les ai ramenés chez moi, les mains tremblantes, et je les ai montrés à ma mère adoptive. Elle a failli pleurer en les voyant. Parce que c'était un morceau de moi qu'on n'avait jamais pu reconstruire. C'est comme si l'univers, après toutes ces années, avait discrètement rangé un petit bout de mon passé dans un carton, en attendant le bon moment pour me le rendre.
J'ai rencontré mon partenaire au restaurant où on bossait tous les deux. On s'est rapprochés vite. On partageait plein de choses, la musique, les films, les animaux, le goût pour le théâtre, la parole, les débats, tout s'alignait un peu trop bien pour que ce soit juste un coup de chance. Il m'a même dit qu'il avait fait une école de cinéma, qu'il avait réalisé un documentaire. J'ai dû me pincer. Un mec marrant, cultivé, artiste, un peu rêveur. J'étais dans un film moi-même. Je lui raconte, tout enthousiaste, que j'ai aussi fait du speech and debate au lycée, que j'adorais ça, que j'avais même gagné un concours d'État. On rit, on parle, on s'attache. On finit ensemble. Et c'est beau. Quelques mois plus tard, il me propose enfin de me montrer le fameux documentaire. Il s'agit de portraits croisés d'ados finissant le lycée, chacun avec sa petite histoire, ses ambitions, ses galères. Je regarde, fasciné, tranquille. Puis, d'un coup, mon cœur s'arrête. Pose ce truc immédiatement. Il m'épose, un peu surpris. Et là, c'est moi. Moi, 16 ans, cheveux roses en train de parler à la caméra. À sa caméra. On se fixe sans un mot, comme si le monde venait de faire un looping autour de nous. Des années avant de se rencontrer, il m'avait filmé pour son projet. Sans savoir. Moi, sans savoir. Et aujourd'hui, on était là, ensemble, en train de regarder ce souvenir oublié se recoller à notre présent. Il y a quelques années, j'ai décidé d'essayer le snowboard pour la toute première fois. Je savais que j'allais manger de la neige, tout le monde me l'avait dit. Et bien sûr, comme tout bon débutant, je passais plus de temps par terre que debout. J'avais cette petite clé orange dans la poche, celle du casier loué pour la journée. Un détail que j'ai complètement oublié, jusqu'à la fin. On s'apprête à partir, je fouille mes poches, plus de clés. Panique. J'imagine déjà les 50 balles de frais de remplacement. Et là, je lance, un peu pour me rassurer. Attendez, je vais refaire un tour de la piste pour débutants, juste une dernière fois. Peut-être que j'aurai de la chance. Je redescends. C'est la fin de la journée, les jambes en compote, la lumière qui commence à tomber. Et bien sûr, fidèle à moi-même, je me vautre exactement au même endroit où j'avais chuté ce matin-là. Je relève la tête, et là, juste devant moi, plantée dans la neige comme une balise laissée par le destin, une clé orange. Je reste un instant figé. Puis je tends la main, la ramasse, et fonce direct au vestiaire. Je la glisse dans la serrure de mon casier, et clique. C'était ma clé. 5 heures, 3 pistes, des dizaines de chutes, et elle était restée là, tranquille, à m'attendre comme si elle savait que je reviendrais. Quand j'étais au lycée, ma meilleure amie venait tout juste d'arriver en ville avec sa famille. Elle avait une grande sœur, un peu plus âgée, qui avait eu un bébé à 17 ans. On passait tout notre temps ensemble, j'étais tout le temps chez elle, et de temps en temps, je gardais le bébé. Il était adorable. J'ai même des photos de moi en train de le tenir, de jouer avec lui. Puis, comme ça arrive souvent, elle a déménagé après quelques années. Et peu à peu, on a perdu contact. Avance rapide à 2015. Je rencontre un mec en ligne. On s'entend bien, on devient amis avec bénéfice, on passe du temps ensemble, rien de trop sérieux, mais c'est cool. Il est drôle, intelligent, facile à vivre. On devient proche. En 2017, il reçoit un message Facebook. Un jeune homme affirme être son fils. Il me raconte ça un soir, un peu secoué. Il commence à comparer les dates, les souvenirs, les lieux. Tout colle. C'est bel et bien son fils. Il est sous le choc, évidemment. Il ne savait même pas qu'il avait eu un enfant. Et là, il me dit le nom de la mère. Et mon cœur rate un battement. C'est elle. La grande sœur de ma meilleure amie du lycée. Celle qui avait eu ce bébé. Celle dont le bébé, sans que je le sache, était le sien. J'ai babysité ce bébé.
Je les portais, consolés, nourris. Et 22 ans plus tard, je couche avec son père, sans qu'aucun de nous ne sache à quel point nos chemins s'étaient déjà croisés. Je suis allé fouiller dans de vieilles boîtes, et j'ai retrouvé des photos de moi, adolescente, tenant ce bébé dans mes bras. Je les lui ai montrés. On est resté là, sans voix. Le monde est immense. Et pourtant, parfois, il se replie sur lui-même de la façon la plus improbable qui soit. Comme si, quelque part, une ligne invisible reliait les souvenirs, les gens et les années perdues, et qu'elle avait décidé, juste pour voir, de se refermer en boucle parfaite. Mon conjoint et moi, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Au départ, on n'avait vraiment rien en commun. Pas les mêmes fréquentations, pas les mêmes lieux, pas le même parcours. Lui est né et a grandi au Portugal avant d'arriver en France au collège, dans des quartiers populaires, en changeant souvent d'appartement. Moi, j'ai grandi dans un village assez bourgeois, à la limite de la campagne. Aller au centre-ville, c'était toute une expédition, entre 1 heure et 1 heure et demie de trajet, donc je n'y allais pas très souvent. Après le divorce de mes parents, on a déménagé en ville, dans une grande maison avec jardin, à l'opposé de mon village d'enfance. Mais pour rester proche de nos amis, mon frère et moi avons continué à aller dans un lycée près de notre ancien village. Lui traînait surtout en ville, moi dans les alentours de mon ancien village. À première vue, on vivait dans 2 mondes complètement différents, sans vraiment de points communs. Après une année de fac dans une autre ville, je suis revenu et j'ai emménagé avec mon copain de l'époque, toujours dans le coin de mon lycée. J'ai trouvé un petit job alimentaire dans un village voisin, et c'est grâce à un collègue que j'ai rencontré mon actuel compagnon lors d'une soirée. Très vite, notre bande d'amis s'est formée, et ça a été le coup de foudre. J'ai quitté mon ex et suis retourné vivre chez ma mère. Et là, surprise, on habitait en réalité à 15 minutes à pied l'un de l'autre. Ensuite, on a découvert qu'il était allé au même lycée que ma demi-sœur, devant lequel j'attendais souvent après les cours. On a donc rapidement fait le lien avec la ligne de bus, qui était la même pour nos 2 lycées. Je trouvais déjà cette coïncidence incroyable, de se dire qu'on s'est très probablement croisés un très grand nombre de fois à cette période. On avait aussi le même kiné, le même cabinet médical, et même le même ophtalmo, situé pourtant dans un autre quartier bien plus éloigné. Mais le truc qui m'a vraiment laissé sans voix, c'est qu'à l'époque où je vivais avec mon ex, à 20 km de chez lui et de chez ma mère, j'allais faire mes courses dans un hypermarché près de mon appartement, principalement le samedi après-midi ou le dimanche matin. Soit exactement quand lui y travaillait. C'est donc absolument impossible qu'on ne se soit jamais croisés pendant toutes ces années. Voire même, on s'est probablement déjà adressé un regard, un sourire, un « bonjour » ou un « désolé ». Ça me fait penser au film de moi. Comme si l'univers avait tout fait pour nous faire nous croiser, encore et encore, dans l'espoir qu'enfin on tombe amoureux. Comme s'il fallait attendre le moment exact pour que nos vies s'alignent absolument parfaitement, au risque de tout gâcher. Un jour, j'ai serré un inconnu dans mes bras, en plein milieu de la rue. On ne se connaissait pas. On ne s'était jamais vu. On marchait simplement dans des directions opposées quand, par hasard, nos regards se sont croisés. Et au même moment, sans qu'un mot ne soit échangé, on s'est mis à pleurer. Lui pour ses raisons, moi pour les miennes. 2 mondes complètement différents, 2 histoires sans lien, mais une émotion commune qui nous a submergés d'un coup. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être que c'était l'intensité de l'instant, ou cette sensation rare de se sentir vu sans avoir besoin d'expliquer. J'ai juste ouvert les bras, comme on jette une bouée à quelqu'un en train de couler. Et il est venu. On s'est enlacés comme 2 vieux amis alors qu'on n'avait même pas échangé nos prénoms. On pleurait, là, au milieu du trottoir, entouré par des passants qui faisaient semblant de ne pas nous voir. Puis, sans transition, on a éclaté de rire. Un rire incontrôlable, nerveux, libérateur. On a ri comme des idiots pendant 10 bonnes minutes. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était trop. Trop de larmes, trop d'intensité, trop d'humanité d'un seul coup. Quand on s'est calmé,
il m'a serré l'épaule, a soufflé un « merci » presque inaudible, et il est reparti. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais je repense souvent à ce moment. À cette absurdité magnifique. Deux inconnus qui, pendant quelques instants, ont pleuré ensemble sans se poser de questions, et qui se sont souvenus que parfois, un peu de tendresse entre étrangers peut tout changer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.